Alors, on va commencer. Le séminaire, comme je l'ai dit dans la première séance, et que je l'ai répété la semaine dernière, se répartit en deux domaines qui sont l'un et l'autre concernés par la question du rapport à la terre et de l'appropriation de la terre et du rapport des sociétés à la propriété de la terre. Un domaine est ethnographique, et c'est celui qui concerne le thème général du cours cette année, qui est le rapport de ce que j'ai appelé les collectifs analogistes à la terre, avec à chaque fois des études de cas très précises de rapport à la terre en Inde, en Asie du Sud-Est, etc. Et puis l'autre branche, je l'avais annoncé aussi, porte sur la réflexion contemporaine en philosophie, en droit, en sociologie, sur les formes d'appropriation de la terre, d'un point de vue historique d'abord, c'est-à-dire comment ces formes se sont constituées, parce qu'il faut souligner qu'elles n'ont rien qu'elles sont contingentes, historiquement déterminées, et d'autre part, comment concevoir leur transformation à l'intérieur d'un cadre qui paraît très contraignant, puisqu'il a gouverné nos façons de procéder depuis plusieurs siècles et qu'il est encadré par le droit. Mais c'est un cadre qui, néanmoins, peut être modifié. C'est pour ça que je suis très content aujourd'hui que Sarah Van Uxem ait accepté de venir nous parler, parce que c'est une juriste. Et c'est une juriste qui, je lui ai dit tout à l'heure, j'espère ne pas offusquer votre modestie, est tout à fait exceptionnelle par l'originalité des propositions qu'elle a développées. Elle a fait une thèse de doctorat en droit, c'est droit des contrats, si mes souvenirs sont bons, qui porte sur la question de la propriété, donc quelque chose qui semble très classique en matière de droit, et qui développait des propositions très originales. Cette thèse qui s'intitule « Les choses saisies par la propriété » a été publiée, c'est un fort volume pour ceux d'entre vous qui sont juristes et qui ne la connaissaient pas. Sarah Van Uxem a publié aussi un article qui est un excellent résumé, au fond, des thèses principales de cette thèse, dans la revue interdisciplinaire d'études juridiques qui s'appelle « Les choses saisies par la propriété, de la chose-objet aux choses-milieu ». Et les thèses dont elle va nous parler aujourd'hui, qu'elle développe dans cette thèse et qu'elle a continué de travailler, Sarah Van Uxem est maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis, dans le département de droit, mais elle est en délégation à l'INRA, où elle fait bénéficier l'INRA de ses aperçus juridiques. Et la thèse très originale qu'elle a développée dans ses travaux, c'est au fond qu'il faut sortir du grand partage, de la summa divisio entre les choses et les personnes, qui est caractéristique du droit tel qu'on le connaît. Il faut cesser de traiter les choses comme des objets matériels qui sont susceptibles d'être appropriés par des individus humains, donc sur lesquels s'exerce un droit subjectif, comme on dit. C'est une question dont on avait d'ailleurs débattu ici même dans le séminaire l'année dernière, et puis j'en avais parlé dans mon cours aussi, en essayant de retracer certaines des évolutions du droit de propriété de Hobbes à Kant, en particulier avec l'idée développé par... le modèle développé par Macpherson de l'individualisme possessif, c'est-à-dire l'idée qu'on est propriétaire de son corps, qui se met en place dans la philosophie juridique et la philosophie en général, rationaliste anglaise, et que c'est parce qu'on est propriétaire de son corps qu'on est en mesure d'échanger en particulier sa force de travail, mais aussi des biens, et le système politique étant conçu comme une association de petits propriétaires échangeant des biens et des services. Donc tout ce dispositif qui s'est mis en place progressivement au cours des derniers siècles, qu'on a tendance à croire éternel, mais qui, pour un anthropologue, évidemment, paraît comme complètement exotique par rapport à d'autres formes de propriété, d'autres conceptions de la personne, d'autres formes de la propriété de la terre. Et ce modèle, donc,
qui est caractéristique de notre façon de concevoir la propriété, Sarah Van Huxem a essayé de montrer qu'il pouvait être remplacé par d'autres façons de concevoir la propriété. C'est présent dans le titre de cet article, de la chose-objet aux choses-milieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un milieu? Elle le dira beaucoup mieux que moi, bien sûr. Mais enfin, c'est cette idée très originale, qui, moi, en tout cas, m'inspire beaucoup, que les choses doivent être plutôt conçues comme des potentialités d'usage, au fond. C'est-à-dire comme la capacité d'accueillir des gens qui vont s'en servir, en fonction évidemment des qualités de la chose, en fonction des habitudes aussi locales. Et au fond, les choses peuvent être des milieux parce qu'on peut y séjourner d'une certaine façon, on peut y être accueilli. Et comme vous le voyez bien, cela bouleverse complètement la notion de propriété telle qu'elle est entendue traditionnellement, et en particulier la notion de propriété de la terre. Voilà, c'est pour ça que je suis très heureux de vous écouter aujourd'hui et d'être en mesure ensuite de discuter avec vous les propositions et les analyses que vous allez nous faire. Je vous remercie. Je souhaiterais tout d'abord remercier évidemment Monsieur le professeur Philippe Descola pour cette invitation dont je suis très honorée. La propriété comme faculté d'habiter la terre. Dans le sujet de droit, la personne et la nature, l'historien du droit Yann Thomas enseigne que ce sont les anciens, et plus précisément les Romains, qui élaborèrent ce que nous imputons souvent aux modernes. Le sujet de droit comme support d'une puissance d'agir, la nature comme objet auquel s'applique cette puissance, la dénaturation du monde comme moyen technique de cette action, une technique qui, avant d'avoir été industrielle, fut institutionnelle et qui portait le nom d'ars juris, soit d'art juridique. Dans la même veine, Thomas écrit encore que le sujet juridiquement armé pour la maîtrise et la transformation de soi-même et du monde, et qui est en passe de réaliser cette maîtrise sur le terrain technique comme sur le terrain politique, s'inscrit dans notre plus ancienne tradition du droit, et qu'elle y est beaucoup plus profondément inscrite que nous ne le croyons. Dans sa tradition scolastique la plus ancienne, le droit n'aurait cessé d'être une entreprise au service de la maîtrise de la nature et de l'autonomisation du sujet, et ceci dans un sens progressivement absolutiste. Autant dire que pour qui rechercherait les moyens d'aller par-delà droit et nature, mais au sein et en partant de notre tradition juridique occidentale, ces propos pourraient causer quelque inquiétude. Car ce que le grand maître du droit romain paraît nous dire est que les divisions nature, culture, donné, construit se trouvent inscrites au cœur même de notre tradition juridique civiliste, à ses fondements, autrement dit, en droit romain. Concernant la propriété, nous pourrions trouver les mêmes motifs de découragement, car Thomas ne semble apporter nul démenti à cette idée communément partagée, selon laquelle la propriété civiliste s'entend d'une seule propriété individuelle et exclusive, autorisant l'extension de ses possessions et héritages à l'infini, sans limite de valeur ni de durée, jusqu'à amputer le monde d'une part croissante de sa valeur au détriment d'autrui. Que la conquête de l'exclusivité offerte par la propriété soit permanente, qu'un propriétaire puisse regarder le monde qui l'environne comme son terrain de jeu, voilà qui ne serait guère contestable. En vérité, la propriété serait une institution contre les autres, en particulier contre ceux qui ignorent l'institution de la propriété, mais qui n'en seraient pas moins toujours contraints d'en subir l'inexorable avancée. S'interrogeant sur la signification de la propriété dans notre tradition civiliste, et plus étroitement encore en droit privé des biens français, nous nous interrogerons sur la réalité de cette assertion, à travers la présentation de 3 grandes figures propriétaires dans leur lien à la terre. Reprenant les écrits dédiés à la nature de l'historien Yann Thomas, nous découvrirons ensuite les divers visages de la nature en droit romain, des visages dont la succession permettra de dessiner une nouvelle figure propriétaire, celle de la propriété habitation, une figure que nous mettrons enfin à l'essai. Une première figure propriétaire de notre tradition civiliste se présente sous le signe de la pluralité. Il s'agit du système des propriétés imbriquées, enchevêtrées et plus couramment appelées simultanées, qui renvoie à une multiplicité de divers droits de propriété intéressant un même fond de terre,
Cette première figure est sans doute celle des usages de la terre. Du moins, le système des propriétés simultanées semble-t-il dessiner au sein de notre tradition civiliste des propriétés, usages de la terre. Car les propriétés simultanées concernent par excellence la terre. Elles ne confèrent jamais que les droits d'en user et procèdent des us et coutumes. Dans ce système purement coutumier et empirique, chacune des différentes propriétés se rapporte à une utilité distincte d'un même fond de terre. Être propriétaire, c'est jouir d'une ou plusieurs utilités de la terre. Aussi, la propriété signifie-t-elle une propriété, jouissance d'utilité. Le dispositif, nécessairement local et contingent des propriétés simultanées, peut néanmoins être exposé à partir d'une notion, celle de saisine, laquelle signifie un droit de jouir des utilités spécifiées d'une terre sur le fondement d'une possession légitime et garantie. Technique sociale d'accès aux utilités d'un fonds de terre, la saisine constitue un droit à être inclus dans tel ou tel collectif des usagers de la terre. Seulement, bien sûr, c'est très bien. Seulement, le droit coutumier français de la propriété, élaboré autour de la saisine, a censément disparu depuis longtemps. Élaboré entre les Xe et XIIe siècles, il aurait été contesté dès le XIIe siècle, suite à la redécouverte du droit romain. Puis l'édifice aurait commencé à crouler au XVIe siècle, largement décliné au XVIIe avec le mouvement des enclosures foncières, avant de disparaître avec les révolutionnaires. En réalité, les propriétés simultanées sont apparues dès le Ve siècle, avec le droit franc, et la Révolution française ne les a pas faites entièrement disparaître. Toujours est-il que la doctrine majoritaire n'interprète pas les dispositions relatives à la propriété au prisme de la saisine, mais du dominium romain. La deuxième conception de la propriété, largement partagée, repose en effet sur le droit romain. Cette deuxième figure propriétaire commence à se dessiner au XIIe siècle, lorsque les juristes redécouvrent le droit romain, rejettent la distinction franque des choses durables et des choses périssables, et adoptent la division romaine des choses fixes et des choses mobiles, soit celle des immeubles et des meubles. Quand la terre appartenait dans le système des propriétés simultanées à la catégorie des choses pérennes et productives, offertes à la jouissance humaine, mais insusceptibles d'appropriation, elle relève, dans cette nouvelle vision, de la catégorie des immeubles. Immeuble, la terre tombe dans la catégorie des biens et devient une chose susceptible d'appropriation. Dès lors, elle ne signifie plus cet élément vivant du cosmos qui requiert pour son usage la succession des générations et la solidarité de tous, la terre littéralement nourricière, mais une entité corsetée, immobilisée, condamnée à la passivité. Réduit à une portion de la surface terrestre, le fond de terre n'est plus qu'une chose étendue, une substance corporelle. D'un point de vue technique, l'assimilation du fond de terre à une chose corporelle résulte de la division romaine dressée par Gaius entre choses corporelles et choses incorporelles, c'est-à-dire entre les choses qui existent en dehors du droit et celles qui n'existent que par le droit. Parce qu'elle ressort à l'ordre du donné, non du construit, la terre est chose corporelle. Or, le statut de chose corporelle de la terre signale son entrée dans la catégorie des choses appropriables, car les exégètes ont élu le dominium, le plein pouvoir sur les choses, au titre de modèle propriétaire romain, et ils ne comprennent pas comment Gaius a pu omettre de mentionner une telle institution au sein de sa division des choses. La propriété demeure en effet introuvable dans la liste des choses incorporelles. Elle n'est pas davantage citée au titre des choses corporelles. Pour résoudre cette énigme, les romanistes postulent que la propriété participe implicitement des choses corporelles. Si Gaius ne mentionne pas le dominium dans sa division des choses, c'est que la propriété romaine est une puissance telle que les choses du monde réel sur lesquelles elle porte se confondent avec elle. Incorporée dans les choses corporelles, la propriété romaine peut alors être qualifiée de corporelle. Chose corporelle, la terre devient un objet possible d'appropriation. Simultanément, elle devient-elle l'esclave envers son maître, une chose corvéable à merci, car la propriété foncière ne signifie plus la faculté de jouir d'une ou plusieurs utilités de la terre, mais un plein pouvoir sur les choses, et partant un droit d'assujettir et dominer la terre. Immobilisée, réduite à un corps, celle-ci se trouve entièrement soumise à son propriétaire, qui, libre d'en disposer du ciel jusqu'aux enfers, peut choisir d'en bien comme d'en mésuser, voire de la maltraiter ou d'en abuser.
Cette vision absolutiste et individuelle de la propriété est généralement présentée comme l'unique modèle propriétaire consacré par le Code Napoléon, en réponse aux vœux supposés des révolutionnaires. Sur la base de l'article 544 du Code civil, lequel définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, les jurisconsultes enseignent que le propriétaire d'une chose est comme son maître et seigneur, qu'il a sur elle une omnipotence absolue et un despotisme entier. Cette conception de la propriété oppose le libre vouloir du sujet de droit, la personne propriétaire, à la passivité de la chose appropriée, objet de droit. Elle participe d'une vision occidentale moderne du droit, dont la summa division des choses et des personnes forme la colonne vertébrale. Pour autant, les mêmes auteurs qui soulignent l'absolutisme de la propriété reconnaissent volontiers les limites qui lui sont assignées. Si après la Révolution, un propriétaire foncier devrait rassembler entre ses mains toutes les utilités du fonds de terre considéré et dominer jusqu'à la terre même, nul n'ignore que la figure du propriétaire seul souverain sur son fonds demeure en pratique introuvable. Il s'agit d'un modèle référentiel à partir duquel sont déclinées les limites prévues à l'article 544 du Code civil, puis celles, par exemple prétoriennes, des troubles anormaux du voisinage et de l'abus de droit. Au fond, chacun sait qu'il n'arrive jamais que le propriétaire ait le droit de faire de la chose tout ce qu'il veut, et qu'en réalité, la propriété moderne, individuelle et exclusive, n'existe pas. Du moins, plusieurs auteurs du début du XXe siècle pensent-ils que les limites au droit de propriété sont devenues telles que la propriété absolue moderne, si elle a jamais existé, n'existe plus. Mais il est aussi permis de penser, après Frédéric Zenati-Castin, que cette relativisation des pouvoirs du propriétaire ne résulte pas tant de l'évolution du droit que d'une certaine définition, erronée selon lui, de la propriété. En effet, les théoriciens de la propriété définissent classiquement la propriété comme un droit réel, c'est-à-dire comme un droit portant directement sur une chose, par exemple l'usufruit. Dans cette perspective, la propriété présente cette spécificité d'être un droit réel complet. Or, si la complétude du droit réel de propriété signifie que le propriétaire a les pleins pouvoirs sur la chose objet de droit, elle signifie aussi que les autres droits réels, les droits réels incomplets, sont de même nature que le droit de propriété, et qu'en retour, celui-ci n'est que la réunion de droits réels incomplets. Aussi, les adeptes de cette théorie, dite classique de la propriété, admettent-ils que ce droit puisse se débiter ou démembrer, par exemple entre les droits d'usufruit et de nue propriété. Et ils recourent au célèbre triptyque usus, fructus, abusus pour présenter la propriété. Au final, celle-ci octroierait un faisceau de prérogatives, à savoir les droits d'user, de jouir et de disposer des choses appropriées. Frédéric Zenati-Castin en conclut que la théorie classique de la propriété ne se départit pas d'une conception médiévale de la propriété, car cette doctrine admet que le droit de propriété puisse se décomposer en plusieurs droits ou iura. Il est néanmoins permis de penser que la théorie classique de la propriété opère un renversement de paradigme et que la propriété possiblement démembrée diffère radicalement des propriétés simultanées. Tandis que celles-ci sont d'emblée multiples, la propriété démembrée provient d'un unique droit réel et total de propriété. Quand les premières apparaissent de type rhizomique, la seconde relève bien plutôt d'un modèle arborescent. Toujours est-il que le professeur lyonnais propose, avec Thierry Revet notamment, une théorie renouvelée de la propriété, une troisième figure propriétaire, au fin de maintenir le dogme d'une propriété unitaire et honorer le rendez-vous que les classiques auraient, selon eux, manqué entre la pensée révolutionnaire et le dominium romain. Pour défendre l'unicité de la propriété civiliste, Frédéric Zenati-Castin entreprend d'abandonner l'idée selon laquelle la propriété serait un super droit réel incorporé dans les choses corporelles. Selon lui, la propriété n'est pas un bien, un droit au sens d'un ius, mais une puissance attachée à la personne, tel le dominium du pater familias à Rome, soit un pouvoir susceptible de porter sur des choses corporelles, comme sur des droits ou ius, tels les droits réels. Renouvelée, la propriété voit son domaine s'étendre. Elle peut aussi bien porter sur des droits ou ius, par exemple un droit de passer sur le fonds d'autrui,
sur des choses corporelles, au sens des choses existant hors du droit, tel un fond de terre ou des savoirs traditionnels, que sur les dimensions immatérielles des choses matérielles, telle l'image offerte par un fond de terre. Ainsi, la propriété s'ouvre à l'immatériel, au travers des droits, des choses intangibles et des dimensions intangibles des choses tangibles. Cette extension du champ de la propriété a plusieurs incidences. Elle permet d'expliquer et en retour de justifier l'existence des propriétés intellectuelles, par exemple les brevets. Elle permet également d'imaginer que le propriétaire d'une forêt accède à la propriété du carbone séquestré par ses arbres ou de l'eau retenue par les racines d'Isseux, et rend ainsi concevable l'appropriation de ces nouveaux fruits des choses, que l'on dénomme services écosystémiques. La théorie renouvelée entraîne encore une manière de déchéance des droits d'user de la terre. En effet, les droits d'usage ne constituent plus de véritables droits de propriété, comme dans le système des propriétés simultanées, non plus des droits de propriété diminués, comme dans la théorie classique, mais des choses susceptibles d'appropriation, de potentiels objets de droit, au même titre que les choses corporelles. Observons enfin que la nouvelle entrée de la propriété dans l'ordre de l'immatériel s'effectue sur la base d'une représentation matérielle des choses. En effet, comme dans la théorie classique, la propriété signifie un pouvoir portant sur une chose, comprise tel un substrat matériel ou une étendue corporelle. En particulier, l'analyse de la copropriété atteste que ses partisans raisonnent d'après un schème corporel des choses. La copropriété est en effet présentée telle une forme anomale de propriété, qui ne peut mener qu'à la lutte sans fin ni trêve des copropriétaires, sauf à déchoir dans l'inertie absolue. Or, cette difficulté à concevoir la jouissance paisible et effective d'une chose collectivement appropriée s'explique notamment par une représentation matérielle des choses. Parce qu'ils conçoivent les choses à l'image, par exemple, de desserts, de gâteaux, et non d'un paysage, les adeptes de la doctrine renouvelée ne conçoivent pas qu'un copropriétaire puisse bénéficier de la chose commune sans en retirer parti aux autres, ni entraver l'exercice de leurs droits. L'idée selon laquelle la copropriété renferme une contradiction met d'ailleurs en lumière ce qui représente dans la doctrine renouvelée l'essence de la propriété, à savoir l'exclusivité. Si l'indivision est anormale, c'est qu'elle compromet la dimension essentielle de la propriété qu'est l'exclusivité. Parce que la propriété établit un rapport privatif entre son titulaire et un bien, la propriété individuelle n'est pas une modalité de la propriété, mais la propriété elle-même. Dans cette vision, le propre s'oppose au commun et la propriété se réduit à la propriété privative. Être propriétaire ne confère donc pas le droit de jouir avec d'autres des utilités d'une chose, mais le pouvoir d'écarter tout tiers de ses utilités. Le droit de propriété ne signifie pas un droit d'accès à l'usage des choses, mais un droit repoussoir ou d'exclusion des autres. Se découvre alors une rupture entre les notions d'usage et de propriété. La définition du droit de jouir du propriétaire, expressément prévue à l'article 544 du Code civil, manifeste clairement cette rupture de l'usage et de la propriété, car dans la doctrine renouvelée, le droit de jouir du propriétaire ne s'entend pas comme pour l'usufruitier, d'une jouissance d'utilité, mais d'une jouissance d'exclusivité. Tandis que l'usufruitier jouirait des utilités, par exemple d'une terre, le propriétaire jouirait de sa relation d'exclusivité avec la chose. Ainsi, l'usufruitier ferait usage de la terre et en récolterait les fruits, pendant que le propriétaire jouirait de sa situation de propriétaire. Pour le propriétaire, jouir signifierait jouir privativement, c'est-à-dire seul, de sa chose. Ce détachement des usages de la terre transparaît également lorsque l'on examine le droit de disposer du propriétaire. D'après les partisans d'une théorie renouvelée, le droit de disposer du propriétaire, prévu à l'article 544 du Code civil, n'emporte pas un pouvoir de dominer et d'amuser matériellement des choses, mais un pouvoir de disposer juridiquement. Dans cette vision, en effet, le droit de faire de la chose tous les usages qui affectent sa substance et son existence n'entre pas dans sa constitution. À l'inverse, la disposition juridique, le droit d'accomplir des actes juridiques sur la chose appropriée, est un élément constitutif de sa définition. Tout se passe alors comme si l'extension du domaine de la propriété se trouvait compensée par une restriction du droit de disposer, lequel ne saurait signifier, pour le propriétaire foncier, un droit de détruire son fonds de terre. Il reste que la propriété foncière perd simultanément le lien à la terre. De fait, le droit d'user se trouve lui aussi écarté de la définition de la propriété.
Nonobstant la condition posée à l'article 544 du Code civil de ne pas faire des choses d'objet de propriété un usage prohibé, les tenants de la doctrine renouvelée énoncent que le droit d'usage n'est pas de l'essence de la propriété. Si donc la propriété foncière ne signifie pas, dans la théorie renouvelée, un droit d'abuser et violer la terre, elle se trouve dans le même temps dissociée du droit d'en user et récolter les fruits. Distincte de l'abusus, mais aussi du fructus et de l'usus, la propriété n'est plus qu'une abstraction. L'on peut alors se demander si la doctrine renouvelée, loin de se départir d'une vision médiévale de la propriété, ne reconduit pas jusqu'à la division féodale du domaine éminent et du domaine utile. En effet, le propriétaire ne redeviendrait-il pas un seigneur directement lié à une chose utilement exploitée par d'autres ? Si elle ne confère plus un droit d'user de la terre, de jouir des utilités ou d'en disposer matériellement, la propriété foncière ne serait-elle pas le domaine éminent résurgent ? Quant aux propriétaires de droit sur la chose d'autrui, par exemple un usager, un locataire ou un usufruitier, ne seraient-ils pas des propriétaires de rang inférieur, ceux du domaine utile ? En ce sens, l'historienne Anne-Marie Pateau observe que l'admission de la propriété de droit est une manière de renouer avec les propriétés simultanées de l'ancien droit. En acceptant des greffes ou embranchements de droit sur la chose d'autrui, la théorie renouvelée de la propriété se rapproche de la conception médiévale. De même que la doctrine classique assure la continuité avec l'ancien système, en admettant le démembrement du droit total de propriété en des droits diminués, la doctrine renouvelée autorise la multiplicité de propriétés relativement à une même chose, en opposant la propriété de sa propre chose à la propriété de droit sur la chose d'autrui. Aussi pourrions-nous dire que les propriétés simultanées procèdent du multiple, pendant que la propriété naît d'un tronc unique, possiblement déployé en branches, dans la théorie classique, et conserve son unité, moyennant l'acception de quelques greffes, dans la théorie renouvelée. Quand le système des propriétés simultanées est de type rhizomique, la doctrine classique obéit au modèle arborescent et la doctrine renouvelée offre le dispositif d'un porte-greffe. Que l'objectif de préserver l'unité de la propriété soit ou non atteint, il est encore permis de s'interroger sur son bien-fondé. Car il n'est pas si sûr que l'article 544 du Code civil exauce le vœu des révolutionnaires de substituer une conception romaine de la propriété à la multitude des propriétés médiévales. À commencer parce que le fondement même du droit romain est incertain. Tout d'abord, le droit romain de propriété ne se réduit pas à la seule institution du dominium, laquelle n'existait pas dans l'ancien droit romain. Ensuite, les partisans d'une doctrine renouvelée reconnaissent que le dominium remplit une certaine fonction sociale et qu'il ne correspond donc pas parfaitement à leur vision de la propriété comme d'un pouvoir arbitraire et solitaire. Enfin, la division romaine des choses corporelles et des choses incorporelles pourrait être mésinterprétée. Selon Yann Thomas, Gaius n'entendait pas distinguer deux espèces de choses juridiques, les choses corporelles et les choses incorporelles, mais opposer les choses ajuridiques, les choses corporelles, aux choses juridiques, les choses incorporelles. Or, si toutes les choses du droit sont incorporelles, l'on ne saurait se réclamer du droit romain, ni pour dire, avec les classiques, que la propriété doit être rangée parmi les choses corporelles, ni pour énoncer, avec les rénovateurs, que la propriété peut aussi bien porter sur des choses incorporelles que sur des choses corporelles. À l'inverse des théories classiques et renouvelées de la propriété, nous voudrions offrir une définition de la propriété qui ne tente pas de rompre, mais à l'inverse de jouer avec le système des propriétés simultanées, cette figure propriétaire dérivant des usages de la terre. À cette fin, nous repartirons de l'appréhension juridique de la nature à ses origines, romaines, car un lien étroit pourrait exister entre les conceptions romaines de la nature et du droit, les catégories de choses et de personnes et l'institution de la propriété. Au berceau romain de notre tradition civiliste, le droit s'oppose, selon Yann Thomas, à la nature. Et la nature ne s'oppose pas seulement au droit, comme la réalité à l'artifice, ou le donné au construit, mais encore telle la liberté naturelle aux règles de la cité. Dans l'institution juridique de la nature, l'historien commente les instituts d'Ulpien, lesquels présentent, au sein des institutions proprement humaines, deux états successifs de l'humanité. Dans le premier état, relevant encore de la nature, les hommes y sont libres et égaux, non divisés en statuts. Ils jouissent en indivision des biens de la terre et ne sont soumis à aucun pouvoir. Dans un deuxième état, surgissent ces distinctions que sont l'esclavage, les royaumes, les domaines privés ou les limites des terres. Dans le même mouvement où disparaît l'âge naturel et où naît le droit des gens, naissent aussi les cités et avec le droit civil. Le droit naturel s'efface alors devant le droit civil et le régime de liberté
devant celui régulé de la cité. Introduit par la nature, mais pas d'après elle, après le droit naturel, voire contre lui, le droit ultérieur peut être construit contre la nature, contre cet obstacle physique qui peut lui imposer des limites et dont il cherche à s'émanciper par la technique, notamment de la fiction. L'institution civile de la cité, ainsi reliée à la destitution juridique de la nature, on comprend que la nature ne soit pas présentée comme une source du droit. À la différence de Michel Villet, Yann Thomas enseigne qu'à Rome, les juristes n'emploient pas la nature comme figure d'une norme ultime et constituante, ni ne confèrent au droit naturel un rôle prescriptif. Concernant la propriété, l'exposé des instituts d'Ulpien laisse à penser que celle-ci s'entend en droit civil d'un droit non collectif mais privatif. Dans la mesure en effet où l'esclavage, les statuts et la propriété succèdent contradictoirement à la liberté, l'égalité et la jouissance commune, la propriété doit se présenter comme l'envers de cet état de communauté et signifie l'exclusivité. Ainsi, aux origines de notre tradition juridique, la nature serait l'autre du droit et de la cité, soit l'autre du droit civil. Quant à la propriété, inscrite au fondement de ce droit civil, elle consisterait en une propriété exclusive, repoussoir de la communauté. En vérité, la nature représente davantage qu'une utopie ou un âge d'or, que les juristes romains se plairaient à rappeler dans les marges de leurs ouvrages. Car la nature se voit bientôt rappelée par le droit, assignée à la sphère du droit privé et le droit naturel inscrit parmi les divisions de ce dernier. Il existe notamment deux situations dans lesquelles la nature se retrouve à l'état de cité. La première hypothèse est celle des choses de la nature survivant à l'état civil. Il s'agit de prototypes du droit naturel, de figures témoins ou formes de vestiges que le droit civil devrait avoir remplacées, mais que les juristes ont laissé exceptionnellement subsister dans une ère limitée. Ces choses naturelles, demeurées comme fossilisées à l'âge civil, sont de deux sortes. On rencontre d'une part les choses communes, par exemple l'air, la mer et ses rivages, qui ne sont encore tombés sous la propriété de personne, et par l'intermédiaire desquelles la nature continue d'échapper aux droits des particuliers, sans pour autant appartenir aux cités. On découvre d'autre part les choses sans maître. Par exemple, les bêtes sauvages, non encore capturées, demeurent au temps de la cité, hors de l'emprise du droit des particuliers et de la catégorie des objets de propriété. La seconde hypothèse de maintien de la nature à l'âge civil est celle des choses de la nature retournant à l'état naturel. Ces choses de la nature, non pas rémanentes, mais résurgentes à l'état civil, témoignent de la possible restauration de l'état de nature au sein même de la cité. On en compte deux espèces. La première est celle des anciennes choses sans maître, qui auraient été capturées et un temps approprié, mais qui auraient recouvré leur liberté. Ainsi, le fauve, tombé dans le piège d'un braconnier, qui s'en trouve libéré, recouvre sa liberté et échappe à la condition de choses appropriées. La deuxième espèce de choses revenant à l'état de nature est celle des anciennes choses communes, tombées sous l'emprise humaine, devenues objets de propriété, mais qui ont recouvert leur liberté. Ainsi, le littoral, qui retourne à son état premier après la destruction d'un édifice avançant sur l'eau, regagne sa liberté originelle. Notons que ces mouvements par lesquels la nature opère des retours annulent les situations juridiques conquises sur elle et interrompt la continuité des possessions civilement garanties, ne relativise guère l'artificialité du droit, mais en accentue bien plutôt le trait. Simplement, droit et nature paraissent moins en opposition qu'en interaction, car tout se passe comme si les juristes, après avoir dissocié la nature du droit, entreprenaient de la forger. À travers la mise en scène du retour de la nature, les juristes romains feignent de croire que le droit rétablit casuellement un régime naturel disparu à l'âge civil. Mais ce sont eux qui élaborent, dessinent et in fine instituent la nature. En définitive, le droit naturel forme une fresque peinte par les juristes afin de représenter les correspondants naturels imaginaires des institutions de la cité. Dans le domaine en particulier du droit des biens, les choses communes et sans maître reflètent à l'état de nature les institutions civiles des choses publiques et privées, tandis que les choses sans maître préfigurent les choses privées, les choses communes préfigurent les choses publiques, encore et mieux nommées res universatis, car elles n'appartiennent pas à la cité ou l'État, mais à l'universalité, généralité ou collectivité des habitants. En d'autres termes, les choses sans maître fournissent le modèle de la propriété privative, quand les choses communes nous livrent celui de la propriété collective. En effet, un chasseur ne prend pas sa part dans les richesses communes, il n'exerce pas un droit à une jouissance collective lorsqu'il capture une bête sauvage, mais fait sienne un être originellement autonome.
une chose qui primitivement s'appartient déjà. Aussi, la propriété individuelle du piégeur sur sa proie est-elle à l'image de la propriété que la bête a initialement et individuellement d'elle-même. A l'inverse, le promeneur qui respire ou se désaltère prend sa part de richesse commune. Il exerce son droit de jouissance collective à l'eau, à l'air, un droit qui préfigure la propriété indivise. Non contentes de subsister à l'état de cité, les choses communes se trouvent donc prolongées avec l'institution d'une multitude de choses d'usage collectif, par exemple des places ou des bains. L'on s'aperçoit que la propriété ne s'entend pas seulement, y compris dans l'état de cité, d'une propriété privative, individuelle ou exclusive, à travers les dénommées choses publiques, les res universatis, la propriété se découvre possiblement indivisée, commune ou collective. Aussi, la propriété exclusive des choses privées, modelée sur celle des choses sans maître, et la propriété collective des choses publiques, modelée sur celle des choses communes, pourrait-elle correspondre à deux manières de devenir et d'être propriétaire. La captation suivie de la domination d'une part, l'accès suivi de l'habitation d'autre part. Reprenant d'une certaine façon la distinction franque entre les choses mobiles et fixes, périssables et pérennes, nous pourrions distinguer deux types de propriétés. La domination des choses mobiles, telles le gibier d'une part, l'habitation des choses pérennes, telle la terre, d'autre part. Présenter la propriété comme un pouvoir d'habiter, notamment la terre, pourra étonner. Pourtant, cette figure propriétaire de l'habitation pourrait être arrimée à l'ontologie romaine des choses juridiques, soit à la nature des choses de droit. On l'a dit, Yann Thomas montre que le droit romain a un caractère artificiel, non naturel. Mais il affirme aussi que ce droit matriciel a un caractère objectif, non subjectif. Parce qu'il entend réfuter l'interprétation juste naturaliste, communément faite du droit romain, l'historien souligne l'artificialité du droit romain. En insistant sur la liberté que les juristes romains prennent à l'égard de la nature, l'auteur entend montrer que ces derniers n'ont pas le projet d'élaborer un droit fidèle à un ordre naturel ou à une nature des choses préconçue et idéale. Cependant, Thomas nous délivre un autre enseignement, non moins important, et dont l'omission prêterait à rabattre le droit romain sur notre conception juridique moderne dans son second versant, c'est-à-dire dans son versant non juste naturaliste, mais bien plutôt volontariste. En effet, l'historien rappelle que les Romains ne connaissent pas le concept de droit subjectif et qu'ils n'ont pas une conception subjective, mais objective du droit, soit une vision réaliste, pragmatique ou, pour le dire encore autrement, casuistique. Cette objectivité du droit romain a plusieurs incidences. Elle signifie d'une part qu'il est sans doute vain de rechercher, avec la doctrine renouvelée, les fondements du droit subjectif, alors identifiés à la propriété, dans le droit romain. Elle signifie d'autre part que la double origine romaine et germanique de notre tradition civiliste, et en particulier de notre droit des biens, ne crée peut-être pas une indépassable contradiction, car l'on a peut-être le tort d'opposer le droit coutumier des biens, emprunt des réalités paysannes, au droit romain des biens, savante construction intellectuelle. Loin d'être une construction détachée de la réalité des choses, et en ce sens un édifice hors sol, le droit romain pourrait en effet se trouver au plus près des choses. Dans son étude sur la notion de cause, Thomas énonce que les notions de chose et de cause se recouvrent l'une l'autre. Partant de l'acception procédurale et originelle du mot chose, celle de l'autorité de la chose jugée, l'historien montre comment, dans le cadre du procès, les éléments d'une affaire ou du litige qui composent la chose, la res, viennent à se décanter, se structurer et spécifier jusqu'à se réduire à une cause caractérisée. Pour parvenir à la connaissance du cas litigieux, le juriste procède à l'épuration ou élimination d'une partie de la res, estimée périphérique et inessentielle, au profit d'une autre partie, jugée irréductible et centrale, la cause. Précisons que ce travail ne conduit pas à découvrir une nature idéale des choses, mais une nature artificielle, puisque la méthode consiste à projeter sur l'objet une structure artificielle que le juriste prend ou veut prendre pour la structure réelle de l'objet. En un mot, le juriste accepte de faire comme si, et seulement comme si, la connaissance était située au cœur même de l'être. L'on pourra bien sûr demander en quoi il importe que les choses juridiques romaines, les choses du droit ou choses incorporelles, dérivent des choses corporelles, soit des choses litigieuses ou affaires débattues, pour appréhender la propriété ou la propriété des choses de la nature.
À première vue, il n'existe en effet aucun lien entre les choses de la nature, les choses communes et sans maître, qui préfigurent les diverses formes de propriété, d'une part, et les choses obtenues à l'issue d'un procès, d'autre part. Pourtant, le passage des choses processuelles à celle du droit des biens se trouve ouvert par Ion Thomas lui-même, qui invite à délaisser notre conception moderne des choses, celle d'entités vides, passives et indéterminées, au profit de la vision romaine des choses, celle d'entités pleines de détermination inscrite en elles. Ceci afin d'accéder au monde juridique romain, mais peut-être aussi de parvenir à lire le droit contemporain autrement qu'au prisme de la modernité. Dans sa note sur le rapport sujet-objet en droit romain, l'historien explique que si la division entre la liberté de la personne et la passivité de la nature fonde aujourd'hui toute notre vision du droit, le droit romain, lui, fonctionne différemment. N'hésitant pas à comparer la chose romaine, objet ou sujet d'un débat ou différent, à la chose moderne, objet de droit opposé à une personne, sujet de droit, Thomas écrit « Contrairement à notre pensée juridique qui fonctionne sur une confrontation du libre vouloir et de l'objet, le droit romain n'envisage pas la chose dans sa relation d'opposition au sujet, mais dans son rapport d'intégration au droit. Aussi la chose romaine n'est-elle aucunement le siège où s'exerce la maîtrise unilatérale du sujet, soit une entité entièrement soumise à son propriétaire. À telle enseigne qu'en droit romain archaïque, le dominium, la propriété, renvoie à dominus, le maître de maison, et forme une espèce de prolongement de la personne, si bien que chose et personne ne se distinguent pas nettement les unes des autres. En revenant au sens originel des choses, nous pourrions donc découvrir une voie pour penser la propriété autrement que comme un pouvoir exclusif d'un sujet sur un objet. Il reste à découvrir quel schème, quelle représentation des choses nous pourrions substituer à celle des choses comme d'objets matériels extérieurs aux personnes. Revenons aux écrits de Thomas, l'on s'aperçoit que la conception juridique romaine renferme et fournit l'image d'une chose comme d'un lieu. Dans le droit entre les mots et les choses, l'auteur note que le premier stade de décantation de res, qu'est la controverse, dessine entre les plaideurs un lieu clos dans lequel la matière du débat se trouve enfermée. Puis il précise, la controverse n'est pas une substance, mais un pur contenant, une limite externe, celle que projettent deux adversaires tournés l'un contre l'autre. Dans ce centre commun, la chose débattue se trouve posée. Prise dans ce milieu, la res devient causa. Réciproquement, la cause est cette chose transformée dans le lieu de la controverse. En d'autres occurrences, chose et lieu se trouvent même identifiés. Loin d'être une chose indifférenciée, indéterminée, non qualifiée, la res est située. Elle est le lieu de fonction propre. Les choses conçues comme des lieux, le rapport des personnes aux choses, puis la relation d'appropriation entre les unes et les autres, doivent être également reconfigurées. Dans ses textes intitulés « La chose » et « Bâtir, habiter, penser », Heidegger reprend la signification originelle et juridique du mot « chose », celle de l'affaire, du litige ou du cas. Comme l'historien du droit romain, le philosophe en vient alors à définir les choses comme des lieux qui accordent, telle la cruche ou le pont, une place au quadripartie, c'est-à-dire à la terre, au ciel, au divin et au mortel. Aussi les choses se présentent-elles comme des lieux d'accueil, demeure ou habitation pour ceux-là qui séjournent en elles. Dès lors que l'on se propose de substituer à la conception moderne de la chose-objet la conception romaine de la chose-lieu, nous pourrions suivre le mouvement dessiné par le philosophe et définir les choses comme des milieux, les personnes comme leurs habitants et la propriété telle une habitation. Dans cette perspective, le propriétaire, loin d'être autorisé à faire des choses tout ce qu'il veut, serait obligé d'adopter un comportement respectueux des lieux, c'est-à-dire approprié à ces choses situées au milieu. Sans doute, le passage des choses corps aux choses milieu ne se trouve pas sur le terrain du droit assuré. Mais il n'est pas interdit d'imaginer que la conception de la propriété, comme d'un rapport d'habitation, a pu naître avec notre tradition civiliste elle-même. Car, nonobstant les choses publiques, ou universatis, ces choses appartenant aux habitants de la cité, la domus, demeure ou maison, pourrait donner son sens au dominium. Si la propriété ne doit pas être comprise depuis l'antithèse moderne du sujet et de l'objet, c'est-à-dire telle une maîtrise unilatérale des personnes sur les choses, mais d'après un rapport d'identité, ou du moins de continuité entre choses et personnes, et que par ailleurs le dominium se situe dans le prolongement du dominus ou maître de maison, n'est-ce pas que la propriété représente primitivement la capacité d'habiter sa demeure ou maison ? Originellement, le dominium ne pourrait-il pas d'abord signifier le pouvoir d'habiter,
avant celui de dominer. Nous verrions alors que la propriété peut être conçue telle une relation d'habitation, non seulement dans le champ de la propriété collective, via les res universitis, mais aussi dans celui de la propriété privative, via la domus ou maison. Aussi se propose-t-on d'expérimenter cette figure de la propriété habitation, avec pour commencer l'article 544 du Code civil, lequel définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En présentant la propriété comme un droit absolu, au sens d'un pouvoir souverain d'une personne sur une chose, les partisans des théories classiques et renouvelées de la propriété font fi, au moins dans un premier temps, des règles limitatives du droit de propriété. À cet égard, la figure d'une propriété habitation présenterait cet avantage de rendre plus fidèlement compte du droit positif, en intégrant pleinement les limites posées à l'article 544 du Code civil. Celle-ci apparaîtrait en effet telles des règles à respecter pour l'habitation des choses conçues comme des milieux. Les lois et règlements prohibant certains usages des choses en formeraient comme le règlement intérieur. Ils obligeraient à respecter la destination des lieux. Dans cette vision, les choses ne sauraient jamais être à strictement parler appropriées, car la propriété ne signifierait jamais qu'un droit d'user des choses dans le respect de certaines règles. La propriété ne portant pas sur les choses mêmes, mais seulement sur des droits ou places en elles, le propriétaire serait celui à qui un droit, soit une place, se trouve attitré, attribué ou réservé. Il serait celui-là qui bénéficie d'une place dans la chose. Observons tout d'abord que cette nouvelle approche de la propriété ne méconnaît pas la lettre de l'article 544, car énoncer que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ne signifie pas nécessairement qu'elle ait le droit de jouir et disposer des choses de manière illimitée. Cela peut aussi signifier qu'elle ait le droit de jouir et disposer des choses de manière incontestée. Plutôt que d'accorder au propriétaire un droit de faire absolument tout ce qu'il veut, l'article 544 accorde dans la vision des choses milieux un droit absolument insusceptible d'être remis en cause. En d'autres termes, la propriété est absolue au sens où elle est opposable à tous, opposable erga omnes. Ainsi, la disposition légale, l'article 544, ne renferme pas d'ambiguïté ni de contradiction. Elle n'octroie pas au propriétaire le droit d'agir absolument librement pour préciser sitôt après que des interdictions peuvent néanmoins le limiter. La propriété est un droit relatif au sens où elle concède le droit d'user des choses de manière limitée, mais absolue, au sens où elle confère un droit opposable à tous. Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'adjectif absolu signifie opposable erga omnes, car nul n'oublie que l'article 544 du Code Napoléon, élaboré en période post-révolutionnaire, répond au souci de sécuriser et pérenniser l'ordre nouveau, et entend assurer et garantir aux propriétaires le respect de leurs droits. Notons ensuite que cette présentation de la propriété comme d'un pouvoir ne portant que sur des droits ou choses corporelles, ou choses incorporelles, jamais sur les choses mêmes ou choses corporelles, paraît davantage conforme au droit romain que la doctrine renouvelée, dès lors que les choses juridiques romaines sont toutes, selon Thomas, incorporelles. Remarquons encore que la conception de la propriété comme un rapport d'habitation permet de renouer clairement avec le système des propriétés simultanées, car dans ces deux visions, la propriété foncière ne saurait jamais conférer la propriété de la terre même, mais seulement de droit ou de place en elle. Surtout, la présentation de la propriété comme un rapport d'habitation permet de renouer avec la terre et ses usages. Dès lors que les limites apportées à l'usage des choses se trouvent pleinement intégrées dans la définition de la propriété, il n'est plus besoin de dissocier la propriété foncière des usages de la terre, afin d'éviter cette objection que le propriétaire aurait alors la faculté d'en abuser et de la maltraiter. En particulier, il n'est plus besoin de restreindre le droit de disposer au seul droit de disposer juridiquement des choses, si disposer matériellement de la terre ne procède pas d'un pouvoir illimité de la dominer, mais d'un pouvoir nécessairement mesuré de l'habiter. Il n'est plus besoin non plus de distinguer le droit de jouissance du propriétaire, lequel serait une jouissance d'exclusivité, du droit de jouissance notamment de l'usufruitier, qui serait une jouissance d'utilité. Habitant une place dans la terre, le propriétaire foncier peut choisir d'accueillir un tiers, par exemple un usufruitier ou un locataire, dans sa propre place, et de ne plus occuper celle-ci activement mais passivement. Le droit de jouissance du propriétaire foncier ne signifie pas un droit de se complaire dans son statut de propriétaire, mais un droit de récolter les fruits de la terre par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui.
Enfin, il n'est plus besoin de taire la mention faite à l'article 544 de l'usage des choses. Habitant celle-ci, le propriétaire foncier en use comme de la terre, du jardin ou logis dans lequel il vit. Au final, la propriété foncière peut être définie tel un droit d'habiter la terre, opposable à tous, et conférant le droit d'en user, d'en récolter les fruits, et d'en disposer aussi bien matériellement que juridiquement, mais dans le respect des lois et règlements qui forment son règlement intérieur. En plus d'identifier l'absurdité de la propriété à la souveraineté, et non seulement à l'opposabilité, la doctrine majoritaire l'assimile encore à l'exclusivité. Mais en présentant la propriété comme un droit absolu au sens d'un pouvoir exclusif d'une personne sur une chose, les théories classiques et renouvelées de la propriété ajoutent à l'article 544 une distinction que la disposition ne prévoit pas. En effet, l'article 544 dispose que la propriété est un droit de jouir et disposer des choses, sans préciser que ce droit s'exerce seul, non à plusieurs. Et pour cause, le Code civil prévoit des propriétés collectives, par exemple la mitoyenneté du mur ou l'indivision. Pour illustrer cette idée que la propriété s'entend d'un pouvoir solitaire, Frédéric Zenati-Castin recourt à la formule suivante. La propriété sort des entrailles de la communauté. Cette image suggère que les choses deviennent des biens, c'est-à-dire des choses appropriées, lorsqu'elles sont extraites de la communauté, et partant que la propriété exclusive de la communauté ne saurait être que privative. Or, à supposer les choses conçues comme des milieux, la dite formule en ressortirait inversée. Nous ne dirions plus que la propriété jaillit du ventre de la communauté, mais que la communauté demeure toujours dans le ventre des choses, y compris des choses que l'on dit appropriées. Dans le langage des choses-milieux, nous dirions que la communauté séjourne au sein des choses. Ce nouvel énoncé pourrait rendre plus fidèlement compte du droit en vigueur que la formule employée par la doctrine renouvelée. Au sujet, par exemple, de la reproduction photographique des biens, la Cour de cassation a en effet affirmé le 7 mai 2004 que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Et elle a autorisé l'universalité ou la collectivité des personnes à utiliser librement l'image d'un bien, approprié par autrui, à la condition de ne pas causer un trouble anormal à celui-ci. Concernant les services rendus par les écosystèmes, les juges pourraient pareillement considérer que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur les services écosystémiques produits par celle-ci, et reconnaître que ces néophuits des choses demeurent à l'usage de tous, quand bien même ils seraient générés par des choses, objets au sens de sujet, d'un droit de propriété. Par exemple, le propriétaire privé forestier ne saurait priver aisément autrui du plaisir que confère la vue sur ses arbres, non plus de la séquestration de carbone ou de la rétention d'eau réalisée par ces derniers. Ainsi, les dimensions immatérielles des choses corporelles pourraient échapper à la propriété et certaines utilités des choses échapper aux mains des propriétaires, à l'inverse de ce qu'enseigne la doctrine renouvelée. De même, dans le champ de la propriété intellectuelle, le code éponyme apparaît innervé par un principe de libre utilisation des conceptions intellectuelles. Aussi dit-on que les œuvres de l'esprit demeurent de libre parcours, accréditant cette idée que la communauté ne se trouve pas évincée des choses dans laquelle des personnes ont la propriété de droit ou place. Le principe de libre utilisation des choses et la formule selon laquelle la communauté séjourne dans les choses pourraient également être utilisés de manière normative, prescriptive, afin de justifier la non-appropriation des ressources génétiques ou des êtres vivants en eux-mêmes, soit des choses mêmes. Toujours est-il que, dans la vision des choses-milieux, les choses communes n'apparaissent plus opposées aux biens. En effet, les choses communes se présentent telles des choses qui ne sauraient être appropriées par quiconque en particulier, mais qui demeurent habitées et à l'usage de tous. À la différence des autres choses, les choses communes, telles l'air ou l'eau, n'offrent aucune place, soit aucun droit ou bien appropriable en elles. Si la communauté des habitants des choses communes s'étend à l'universalité des personnes, nul ne saurait occuper une position privilégiée en elles et se voir attribuer la propriété d'une place, d'un bien ou droit en leur sein. Ainsi se dessinent deux manières d'être propriétaire. Être propriétaire signifie d'une part avoir la propriété d'un droit ou bien dans les choses, c'est-à-dire bénéficier d'une place attribuée, attitrée en elles. Cela signifie d'autre part la liberté d'user et séjourner dans les choses sans bien ou droit ou place, c'est-à-dire sans titre, mais dans le respect des positions privilégiées occupées par le ou les propriétaires.
Aussi, les choses peuvent-elles être habitées de différentes façons. Les personnes peuvent appartenir à la communauté universelle des habitants sans titre de la chose, mais elles peuvent aussi sortir de cette communauté pour venir occuper une position privilégiée au sein de la chose, par exemple suite à un contrat de vente ou de donation. Le cas échéant, les personnes peuvent partager leur place avec d'autres. Elles sont alors dites mitoyennes ou indivisaires, ou selon les cas copropriétaires. Ces personnes privilégiées peuvent aussi choisir de ménager une place pour autrui dans leur propre place, auquel cas la personne hébergée ou accueillie accède au rang, par exemple d'usufruitière ou de locataire. Cette vision duale de la propriété fait écho à la conception révolutionnaire, ou plus précisément montagnarde de la propriété, telle que nous la découvrons sous la plume de Yannick Posk dans « La terreur des droits de l'homme ». D'un côté, la propriété comme faculté d'habiter, ou liberté d'user des choses, accordée à toute personne indépendamment de son éventuel statut de propriétaire privilégié, renvoie à la définition de la propriété comme droit à l'existence. De l'autre, la propriété en tant qu'elle confère une position privilégiée au sein des choses, c'est-à-dire une place, un droit ou bien dans les choses, renvoie à la notion de propriété matérielle ou territoriale, laquelle ne signifie pas un droit à la confiscation, une propriété exclusive, mais un droit d'usage borné par l'existence d'autrui, et justifiant l'octroi en compensation d'une allocation donnée à tous, inconditionnelle et universelle. Redéfinissant la propriété tel un rapport d'habitation, l'on pourrait dès lors s'inscrire dans cette histoire alternative de la Révolution française, laquelle ne voit plus en elle le véhicule de l'individualisme possessif et bourgeois, mais le support des revendications paysannes, telles qu'exprimées par Thomas Paine ou Robespierre. Dans cette optique, l'habitant sans titre, propriétaire d'un droit à l'existence, serait libre d'user des choses dans le respect des droits des propriétaires territoriaux privilégiés. Mais ces derniers auraient en retour le devoir d'occuper leur place dans la limite du droit à l'existence de la communauté universelle des autres habitants. Une telle obligation ferait alors obstacle à l'extension illimitée de la propriété territoriale, d'autant que les habitants sans titre auraient, suivant cette vision, le droit de s'insurger si leur propriété, liberté ou droit à l'existence n'était pas respecté. Par ailleurs, la reconfiguration de la propriété en un rapport d'habitation pourrait faire écho aux écrits des écoféministes, ces écologistes et féministes qui établissent un lien d'analogie entre les rapports de domination de l'homme sur la nature, d'une part, et les rapports de domination des hommes sur les femmes, d'autre part. En effet, ces auteurs appellent à fabriquer de nouvelles métaphores qui s'enniaient la lumière, réhabiliteraient l'obscur et nous mèneraient jusqu'aux entrailles de la terre-mère plutôt que de nous engager à sortir de la caverne. Elles invitent à redécouvrir les origines latines et populaires du mot pouvoir, potere, qui signifie être capable. Par exemple, être capable de développer des aptitudes, des facultés et déployer ses forces, et ce faisant, à remuser la potestas du pater familias au profit de la potentia, puis concevoir le pouvoir, non plus tel un pouvoir sur les choses, mais comme un pouvoir du dedans des choses. Or, la propriété, conçue telle une relation d'habitation entre des personnes habitantes et des choses habitées, la propriété ne s'entendrait plus d'un pouvoir des personnes sur les choses, mais d'un pouvoir exercé du dedans des choses, habitat ou milieu. Quant à la formule selon laquelle la communauté demeure dans les choses, elle suggère que tous continuent de séjourner dans le ventre obscur de la terre-mère. En outre, la propriété définie comme une faculté d'habiter signifie d'abord le droit à être inclus dans la communauté des habitants sans titre, éventuellement celui d'accéder à la communauté des propriétaires d'une place, ou bien encore celui d'être accueilli dans une place ménagée par ceux-ci, avant de désigner possiblement le droit d'exclure et repousser autrui de sa propre place. À la différence du propriétaire souverain, qui garde la mainmise exclusive sur sa chose, les propriétaires habitants séjournent ensemble dans des choses saturées de monde. Reconfigurant la propriété en termes d'habitation, nous pourrions encore renouer avec l'image valorisée par les écoféministes et prévalant à la Renaissance de la terre nourricière. Dans Exploiter le ventre de la terre, Caroline Mercante observe en effet que l'image de la terre comme organisme vivant et mère nourricière a longtemps tenu lieu de contraintes culturelles limitant l'action des êtres vivants. Durant la Renaissance, explique-t-elle, l'image de la terre nourricière charriait toujours de subtiles formes de contrôle et de contrainte. Une telle imagerie, trouvée dans la culture littéraire, était susceptible de jouer un rôle normatif au sein de celle-ci. Or,
En définissant la propriété telle une faculté d'habiter les choses milieux, nous pourrions, dans le champ du droit, contribuer à revivifier et raviver la terre et lui redonner son rôle normatif ou prescriptif. Car les choses représentées telles des milieux dans lesquels demeure et séjourne la communauté universelle des personnes sont in fine conçues à l'image de la terre même, notre lieu commun de vie, notre demeure à tous, ou pour reprendre les termes d'Augustin Berck, notre écoumène. Renouant avec l'imaginaire des XVIe et XVIIe siècles, nous pourrions donc amorcer sur le terrain du droit privé des biens un mouvement de sortie hors de la vision occidentale moderne du droit, hors de la conception juridique que nous pourrions qualifier, après Philippe Descola, de naturaliste, pour recouvrer peut-être une manière analogiste de penser et pratiquer le droit. Tout au moins, la figure de la propriété-habitation pourrait-elle receler certaines potentialités. En plus de nous offrir une nouvelle lecture de l'article 544 du Code civil, elle pourrait nous autoriser à réinvestir l'article 542 du Code civil et reposer la question du statut juridique de la nature et des êtres non humains. Dans Rêver l'obscur, Starhawk appelle à revendiquer et réactualiser l'une des formes de propriété sans dépendance personnelle de l'ancien système des propriétés simultanées, la propriété communautaire paysanne, soit la propriété lignagère ou villageoise, encore appelée propriété communale. Dans un appendice intitulé « Le temps des bûchers », l'écoféministe américaine établit un lien entre l'abandon des images de la terre nourricière, la dépossession des savoirs des femmes, le génocide perpétré lors de la chasse aux sorcières d'une part, et le mouvement d'enclosure des terres débutant en Angleterre, l'usurpation des droits collectifs des paysans et le développement du capitalisme d'autre part. L'auteur émet en effet cette hypothèse que la persécution des sorcières permit de combattre les fortes résistances populaires nées de la clôture ou privatisation des terres. Dans les usages de la coutume, et plus précisément dans le chapitre intitulé « Coutume, droit et droit collectif », l'historien Edward Thompson n'évoque pas l'obscurité de la terre et la chasse aux sorcières. Mais il insiste lui aussi sur les résistances populaires en Angleterre, au mouvement d'enclosure des terres, et il montre comment les intérêts des nouveaux propriétaires fonciers venaient s'opposer à ceux des plus pauvres, et met cet assujettissement conjoint des pauvres et de la terre en regard de la cosmologie qui prévalait jusqu'alors dans le monde paysan. À suivre Thompson, le droit coutumier des pauvres était inscrit dans la terre même, et plus exactement dans les lieux mêmes. Les droits ou prérogatives des paysans n'étaient pas attachés à leur personne, mais au lieu dans lequel ils vivaient. Sans doute l'historien ne va-t-il pas jusqu'à écrire, comme la philosophe Caroline Mercante, une conception animiste de la nature préside à la Renaissance. Mais la conception paysanne de la nature, de la terre ou des lieux, paraît singulièrement opposée à celle moderne d'une chose neutre, passive et indéterminée, opposée aux personnes ou sujets de droit. De notre côté de la Manche, la dénonciation physiocrate de l'archaïsme paralysant et économiquement néfaste du vieux système des propriétés simultanées n'a pas manqué d'influencer les agronomes, économistes et juristes. En France aussi, un mouvement d'enclosure des terres a provoqué le soulèvement de paysans, dont les droits collectifs, par exemple de veine pâture, étaient contestés. Partant, la période révolutionnaire est le théâtre d'affrontements entre deux visions de la propriété. Au courant individualiste et physiocratique qui pousse à l'appropriation privée, s'oppose le respect de la conception coutumière, à laquelle beaucoup de ruraux sont attachés. Si l'histoire standard de la Révolution française présente les révolutionnaires tels des opposants au maintien de la propriété communautaire villageoise, majoritairement hostile à la notion de communauté naturelle, l'histoire alternative de la Révolution française considère les groupes de résistants paysans non comme des tiers, mais comme des acteurs de la Révolution, et des acteurs qui, avant leur défaite, auraient remporté quelques batailles. Pendant la Révolution française, écrit Yannick Bosc, les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793 sont le produit des luttes paysannes. La première rend aux communautés villageoises les communaux usurpés par les seigneurs. La seconde simplifie la procédure de récupération des communaux et encadre le partage de ces derniers, si toutefois les communautés souhaitent les partager. D'esprit révolutionnaire, puisqu'elle entend réprimer les abus de la puissance féodale et les usurpations, cette loi du 10 juin prévoit que tous les biens communaux en général appartiennent de leur nature à la généralité des habitants, et que ceux-ci peuvent choisir de les partager, à l'exception toutefois des forêts, marais, promenades, voies publiques, édifices, etc., à l'usage des communes. Ainsi, le caractère collectif ou privatif des propriétés procède d'un choix politique, démocratique, qui se fait à l'échelle de la communauté
et sur lequel se prononcent les habitants des deux sexes. La loi du 10 juin n'est donc pas un avatar de l'idéologie moderne de la propriété, d'autant qu'en l'absence de partage, poursuit Yannick Bosque, ce n'est pas la municipalité, mais l'ensemble des habitants réunis en assemblée qui continue de régler les conditions de la jouissance commune. Et l'historien de conclure, la loi du 10 juin donne la possibilité de maintenir un fonds en bien commun tout en partageant les fruits. Elle n'a donc pas pour objectif d'éradiquer la propriété commune, comme on le croit souvent, mais de lutter contre l'accaparement et de garantir le droit à l'existence. Or, la loi du 10 juin 1793 n'appartient pas entièrement à l'histoire du droit, car le Code civil de 1804 reprend succinctement l'article 1.1 de la loi du 10 juin à son article 542, tandis que la première disposition prévoit que les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs communes ou d'une section de communes ont un droit commun. La seconde dispose, l'article 542, les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Nonobstant la lecture que nous avons faite de l'article 544 du Code civil, le droit des biens français pourrait dès lors contenir un modèle de propriété, à savoir la propriété communale, apparaissant d'emblée sous le signe de l'habitation. Car les biens communaux et sectionnaux y sont définis comme des biens appartenant aux habitants de certains lieux, les communes ou sections de communes. Aussi, la conception de la propriété comme d'un rapport d'habitation paraît-elle s'inférer de cette relation entre des personnes habitant et ces choses lieux de vie ou milieux que représentent les communes et à une plus petite échelle les sections de communes. Ainsi, dans la continuité de la notion romaine des choses publiques ou des res universitatis du droit romain, les communaux attestent que la propriété peut s'entendre de l'habitation, non seulement d'un domaine mais aussi d'une cité. Quant à l'article 542 du Code civil, il contient dans sa lettre même l'idée d'une propriété-habitation. Quelle que soit la fonction sociale et écologique que pourrait jouer la propriété communale, et en particulier sectionnelle, les critiques jadis adressées à ces formes collectives de propriété n'ont pas cessé. Aussi, le 27 mai 2013, une loi dite de modernisation du régime des sections de communes a été votée, qui vise à les faire disparaître, au motif qu'elle serait un frein au développement local, d'une complexité moyenâgeuse et une source intarissable de contentieux. La dernière page de l'histoire de l'enclosure foncière française pourrait donc bientôt se tourner. Mais nous pourrions tout aussi bien tenter de reprendre le cours interrompu de l'histoire à une époque antérieure, à cette époque où l'article 542 du Code civil était encore lu de manière littérale, sans que l'écran de la personne morale de la commune ou de la section de commune n'interfère entre la collectivité ou généralité des habitants et leur lieu de vie, la commune ou section de commune. Depuis longtemps, en effet, les juges n'interprètent plus l'article 542 du Code civil comme attribuant la propriété des communaux et sectionnaux aux habitants eux-mêmes, mais aux personnes morales des communes et sections de communes. Il en résulte une négation du caractère collectif des propriétés, communales et sectionnelles, car les personnes morales sont réputées propriétaires, à titre individuel, des biens communaux et sectionnaux. Dès lors, les habitants perdent la légitimité d'exercer leurs droits et il devient aisé de leur retirer le pouvoir de gérer leurs biens communs de manière autonome. Dépossédés de leurs droits et pouvoirs, désintéressés de leurs biens et fruits, et in fine désolidarisés, les collectivités d'habitants français se trouvent considérablement affaiblies, même s'il existe encore quelques bastions de communautés résistants. Or, dans l'extrême et l'ordinaire, remarque sur le cas médiéval de la communauté disparue, Yann Thomas nous ouvre la voie pour penser les propriétés communales et sectionnelles, indépendamment de cette notion de personne morale, laquelle a fini par dissimuler les collectivités ou généralités d'habitants. Dans ce texte, l'historien revient sur les figures autour desquelles les juristes du Moyen-Âge tentèrent entre le XIIe et le XIIIe siècle d'élaborer une forme juridique d'unité qui assura aux collectivités, aux ensembles humains organisés, la capacité d'agir en justice, d'être titulaires de droits et d'assumer ce que nous appelons aujourd'hui la personne morale. Parmi les solutions proposées pour assurer la continuité des communautés, monastères ou cités, par-delà les naissances et décès, les arrivées et départs de leurs membres, l'une, initialement formulée par Maurice de Ravel, pourrait retenir notre attention. Plutôt que d'accorder la propriété de leurs biens aux moines, Ravenne propose d'attribuer cette titularité aux bâtiments même, auxquels les biens sont affectués. Il décide que ces biens sont donnés aux murs du monastère et que les terres appartiennent aux murs de l'église, et au lieu lui-même où elle est située. Des personnes, analyse Thomas, Ravenne passait aux choses,
non pour les personnifier, mais pour poser plus radicalement qu'une chose pouvait être propriétaire d'une autre, qu'un lieu pouvait être maître de terre et de biens. Il est du reste parfaitement attesté que dans la culture juridique du Haut Moyen-Âge, donataires et propriétaires de biens ne sont pas nécessairement des collectivités humaines, mais plus souvent des lieux, des bâtiments, des hôtels consacrés, abritant les reliques des saints. Et l'on pourrait remonter encore plus loin, à l'époque romaine, et à de très anciens principes de droit sacré, car c'est toujours au lieu consacré d'un temple, défini par ses limites, qu'appartiennent les terres et les biens affectés aux dieux. Si, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, la majorité des juristes a choisi de repousser cette solution d'un droit des lieux ou de choses-lieux propriétaires, nous pourrions rechercher aujourd'hui à l'appliquer, car le recours à la personnalité morale, laquelle masque les habitants, ne serait plus utile pour maintenir l'existence de collectivités organisées pendant la vacance des lieux. Disparues, avec notamment l'exode rural, puis restaurées, les communautés néo-rurales pourraient réinvestir les lieux propriétaires, attributifs de biens et droits collectifs à leurs nouveaux habitants. Ainsi, les communautés, parfois disparues des sections de communes françaises, pourraient être défendues, et leurs biens et droits collectifs préservés pour les générations futures. Cette voie n'aurait d'ailleurs pas manqué d'être empruntée par les communautés, en particulier par des communautés rurales, même après le Xe siècle. Thomas relève en effet qu'au XVIe et XVIIe siècle, et avec des réminiscences en plein XXe, les défenseurs des communautés rurales ont de nouveau cherché à tirer parti de la solution initialement proposée par Ravenne. Dans les litiges qui les opposaient aux seigneurs de l'Italie du Sud, lorsqu'épidémie et guerre dépeuplaient les villages et que leurs nouveaux habitants se prévalaient des antiques biens communs, que les maîtres locaux s'étaient appropriés au titre de la vacance, accorder au lieu le bénéfice de la propriété permettait d'assurer la continuité des possessions et des droits communs. À supposer donc que nous cherchions à raviver les propriétés communales et sectionnelles, et au-delà, à déployer la figure de la propriété habitation, nous pourrions instituer propriétaires les lieux de vie ou territoires. Abandonnant cette habitude prise depuis le milieu du XIIIe siècle de doubler d'une personne morale les communautés d'habitants, même lorsqu'elles existent et se perpétuent normalement, ce qui conduit à leur oubli, nous pourrions choisir d'accorder la propriété, non à cette entité juridique abstraite, mais au lieu dit. La chose-lieu, instituée ultime propriétaire et attributaire de droit, nous disposerions d'un nouvel argument pour expliquer que les personnes habitantes n'ont jamais la propriété des choses mêmes, mais seulement de places, droits ou biens en elles. Il nous faudrait simplement préciser que les choses-lieux ne sont jamais, à strictement parler, appropriées par des personnes habitantes, car en dernière instance, les choses-lieux sont appropriées en elles-mêmes. La redécouverte de l'article 542 du Code civil et de la propriété communale et sectionnelle, comme modalité de la propriété habitation, pourrait d'ailleurs permettre de dresser des ponts avec d'autres visions anaturalistes de la propriété. En effet, les communaux pourraient nous conduire aux anciennes communautés rurales anglaises, mais aussi aux Almenen suisses, aux communs gérés par les Jma'a berbères, à l'institution romaine du consortium et à bien d'autres institutions encore. Pour ce faire, nous pourrions suivre l'itinéraire tracé autour du monde par Émile de Laveleye, dans son ouvrage de 1891, intitulé « De la propriété et de ses formes primitives ». En retour, il faudrait peut-être se demander dans quelle mesure les communautés d'habitants de la métropole française pourraient bénéficier des dispositions juridiques protectrices des peuples autochtones et des communautés locales. La figure de la propriété-habitation pourrait encore aider à ouvrir les communautés ou collectivités d'habitants au non-humain. Dans cette perspective, une solution abondamment discutée aujourd'hui est d'instituer la nature sujet de droit, à la suite des propositions de Christopher Stone aux États-Unis ou par exemple en France de Marie-Angèle Hermite. De fait, les droits boliviens et équatoriens reconnaissent déjà la personnalité collective de la terre-mère, de la terra madre, encore dénommée Pachamama en référence à la vieille déesse amérindienne. En droit français, nous pourrions aussi nous acheminer vers la consécration de la personnalité de la nature avec l'admission récente du préjudice écologique pur et la récente loi sur la biodiversité. Comme maints auteurs ont pu le souligner, cette personnification d'entités extérieures aux humains ne constitue pas une solution parfaitement étrangère à notre tradition civiliste. Elle renvoie à la classique distinction entre les sujets de jouissance, tels les enfants ou les adultes vulnérables, lesquels parlent par l'intermédiaire d'une autre personne, leur représentant, et les sujets de disposition, soit les êtres humains raisonnables, lesquels sont habilités à parler en leur propre nom comme en celui d'autres personnes. Un sujet de jouissance mais non de disposition,
La nature serait une personne nécessitant que d'autres personnes parlent en son nom. Surtout, la possibilité de personnifier des êtres non humains pourrait être inscrite au fondement de la vision occidentale moderne et subjectiviste du droit. Car le père du droit subjectif, Thomas Hobbes, consacre dans son Léviathan, publié en 1651, un chapitre dédié aux personnes, aux auteurs et aux êtres personnifiés. Il y définit une personne comme celui dont les paroles ou les actions sont considérées, soit comme lui appartenant, soit comme représentant les paroles ou actions d'un autre, ou de quelque autre réalité à laquelle on les attribue par une attribution vraie ou fictive. Et il précise, il est peu de choses qui ne puissent être représentées d'une manière fictive. Des choses inanimées, une église, un hôpital, un pont, peuvent être personnifiées par un recteur, un directeur, un contrôleur. À l'évidence, la pensée juridique moderne n'interdit pas mais autorise la personnification des choses non humaines, et partant de la nature et de ses éléments. Aussi, la proposition faite par Bruno Latour d'accueillir des choses non univoquement humaines au Parlement des choses me semble-t-elle éminemment moderne. De fait, le seul évidement de la catégorie des choses, suite à leur entrée dans la catégorie des personnes, ne modifierait en rien la conception que nous avons des choses comme d'objets opposés aux personnes ou sujets. La summa divisio des choses et des personnes signifierait toujours leur opposition. Nous aurions toujours d'un côté les êtres sans parole, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas et au nom de qui personne ne parle, les choses, de l'autre, les êtres dotés de parole, c'est-à-dire ceux qui ou bien parlent en leur propre nom, ou bien parlent au nom d'un autre, ou bien ne parlent pas, mais au nom de qui d'autres parlent, soit les personnes. Bien entendu, la personnification de la nature et de ses éléments ne saurait être sans effet pratique et juridique. La montagne personnifiée, il devient possible d'articuler sa plainte, soit de parler en son nom et en celui de ses habitants non humains, lesquels ne peuvent plus être, en l'absence de lois et règlements, tués, extraits ou maltraités en toute impunité. Loin donc de contester et de critiquer l'attribution de porte-parole ou de représentants aux animaux, végétaux ou minéraux, je souhaiterais simplement souligner que, ce faisant, nous ne sortons pas de la pensée juridique moderne, reposant sur la libre confrontation du libre vouloir et de l'objet. Et ce, quand bien même les choses de la nature échapperaient, elles, à la condition d'objets librement manipulables. Il se pourrait aussi que cette personnification au sens d'une représentation de la nature ne puisse jamais avoir qu'une incidence limitée. Il se pourrait en effet que le doublement des choses de la nature par des personnes habilitées à parler et à agir en leur nom produise le même résultat que l'attribution aux communautés d'habitants d'une personnalité morale, c'est-à-dire les coiffes d'un nouveau masque qui bientôt les dissimulera et, chemin faisant, conduira au déni de leurs droits. Car les choses de la nature ne sauraient jamais être instituées en sujet de disposition, mais seulement en sujet de jouissance. Vouées à demeurer des citoyennes non actives, mais seulement passives, ce sont des personnes au nom desquelles d'autres peuvent s'exprimer, mais avec lesquelles l'on pourrait par avance se refuser à agir et penser, soit à interagir. Ici encore, la notion de chose romaine pourrait ouvrir une nouvelle voie. On se souvient que dans son acception la plus ancienne, le mot « chose » signifie le procès ou l'affaire à débattre, de sorte que les choses se présentent comme des lieux où débattre, négocier, parlementer, soit littéralement tels des parlements. Au lieu donc d'instituer un parlement des choses, c'est-à-dire un parlement dédié aux choses, aux êtres personnifiés, une possibilité serait de regarder les choses comme des parlements, c'est-à-dire tels des lieux dans lesquels les personnes, humaines et non humaines, sont amenées à régler leurs différends. En cette hypothèse, le rapport des personnes et des choses à la parole se trouverait modifié. Les choses ne seraient plus ces entités mutiques indignes d'être représentées, mais des lieux de résolution des conflits. Les notions de représentant et de représenté ne recouvriraient plus celles de personnes. Partant des choses au sens processuel aux choses du droit des biens, nous dirions que les choses sont des lieux de vie ou milieux, dans lesquels cohabitent des personnes humaines et non humaines, lesquelles y règlent leurs affaires et leurs éventuels différends. L'on ne disconviendrait pas que les conflits entre humains et non humains puissent être délicats à résoudre. Et sans doute les humains parlementeraient-ils vainement avec les animaux, les végétaux ou minéraux, sans plus d'intermédiaires entre eux. Mais peut-être pourrions-nous instituer des traducteurs ou interprètes, certains diront des sorcières ou chamanes, en lieu et place des représentants, aux fins de résoudre les conflits de cohabitation entre habitants humains et non humains. Ces tiers médiateurs ne doubleraient ni ne dissimuleraient plus les personnes habitants, mais ils permettraient à des personnes humaines et non humaines, ne partageant pas un même langage mais habitant un même lieu, de négocier, par exemple, une répartition de territoire.
Au sein de choses milieux, aussi bien habités que disputés, ces diplomates, pour reprendre le terme du philosophe Baptiste Morisot, pourraient aider à régler les litiges survenant entre, mettons, une bergerie et une meute de loups, soit entre ces diverses personnes qui, demeurées choses sans maître, s'appartiennent primitivement et possèdent encore leur liberté naturelle. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci Sarah Van Uxem pour cet exposé très dense et qui a le mérite, je pense, de faire le va-et-vient entre l'histoire du droit, vous avez fait beaucoup référence à ce grand historien du droit qui était Yann Thomas, trop tôt disparu, et qui a beaucoup contribué, en effet, par sa lecture, notamment du droit romain et du droit médiéval, à transformer un peu les habitudes intellectuelles de certains juristes, en tout cas, vous en êtes la preuve, et va-et-vient donc entre l'histoire du droit et puis le droit contemporain, avec l'utilisation, en fait, enfin, les suggestions que vous proposez dans le droit civil contemporain, de légers déplacements, en fait, qui permettraient de donner une assise à cette conception complètement nouvelle que vous avez développée du droit de propriété. Alors j'ai beaucoup de questions, et j'imagine le public aussi. Je vais peut-être faire quelques remarques, d'abord générales, que votre exposé m'a suscité, et puis poser plus des questions de fond, en fond, sur cette idée de la chose comme lieu ou comme espace ou chose à habiter, en quelque sorte. Je reprendrai ça un peu dans l'ordre de votre exposé. Vous avez développé cette idée de la copropriété, qui est effectivement un espace de cohabitation dans les droits d'usage. Et je pensais, en vous écoutant, à un article qui avait fait beaucoup de dégâts, que vous connaissez, qui est celui de Garrett Hardin sur la tragédie des communs, et qui développe cette idée. Hardin est un écologue, que la propriété, ce qu'il appelle la propriété collective, mais qu'il imagine de façon complètement abstraite, produit toujours un usage incontrôlé et catastrophique d'un écosystème en particulier, et aboutit au fond à une destruction de la ressource. Et alors, on a cessé de montrer, en particulier les anthropologues qui s'intéressent à ces questions, que des systèmes d'usage de ce type-là n'existent pas. Des systèmes de propriété de ce type-là n'existent pas, parce qu'une propriété collective, elle est toujours combinée à un système d'usage. Et donc, de la même façon que dans une copropriété d'un immeuble parisien, il y a un règlement de copropriété, il y a une instance de médiation, etc. Dans toutes les formes collectives, vous avez évoqué des formes de commun dans le monde berbère, par exemple, il y a des droits d'usage qui sont clairement compris par tous les utilisateurs d'un même espace. Donc ça, c'est une question qui est très importante, mais qui, malheureusement, a été pris très au sérieux, cette idée des communs comme étant une façon, au fond, d'utiliser une ressource qui est à terme destructrice. Une autre remarque, vous avez évoqué la notion enfin, le travail là encore de Yann Thomas sur la notion de chose comme causa, c'est-à-dire étymologiquement comme une affaire à débattre et le lieu d'une controverse, etc. Il y a une autre filiation, je crois que vous avez employé le mot à un moment, qui est dans les langues germaniques, Ding, Thing, etc., qui sont des assemblées, hein, des parlements. C'est le nom du parlement. Je me souviens de l'émotion
que j'ai eu en visitant le Ding, c'est-à-dire en fait un espace en Islande, qui est un des premiers parlements, qui est et qui est de part et d'autre d'une faille géologique d'ailleurs, autour duquel les anciennes communautés islandaises se réunissaient pour débattre de leurs affaires communes. Et donc on a cette double filiation. Donc la question, c'est une question technique, hein, c'est est-ce que la filiation Ding, Thing, Parlement est un rapport avec la notion en droit romain de causa. Je vous laisse quelques petites questions. Une autre question à laquelle j'ai pensé, c'est si la chose offre la possibilité d'être habitée, c'est donc elle a des qualités qui rendent possible le fait qu'on puisse y séjourner, pour reprendre des expressions un peu heideggeriennes que vous avez utilisées. Est-ce que on pourrait utiliser la notion de affordance, qui a été développée par un neurophysiologiste qui est James Gibson, qui est un spécialiste de la vision et qui a fait une théorie de la perception, en quelque sorte, fondée sur l'idée qu'au lieu d'avoir un sujet et un objet, hein, c'est une théorie anti-représentationnelle, si je puis dire, au lieu d'avoir un sujet et un objet, on a des capacités d'un être percevant qui vont se connecter avec des propriétés de la chose perçue. Autrement dit, par exemple, pour prendre un exemple très simple, vous avez un bord de falaise et ce bord de falaise n'a pas des propriétés en soi. Et il n'a des propriétés que pour un animal qui va avoir, y compris les humains, qui vont avoir telle ou telle caractéristique biologique. Donc pour un vautour, c'est un endroit pour s'envoler. Pour un mouton ou pour un humain, c'est la possibilité de basculer, de tomber dans le vide. Cette théorie écologique de la perception, donc elle est fondée sur cette idée de affordance. Affordance, c'est très difficile à traduire. On a proposé le terme de promission en français. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui, dans l'objet, va rencontrer des capacités biologiques, hein, c'est-à-dire en l'occurrence perceptives, d'un sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé comme un fondement, par exemple, de cette théorie des choses milieux? Je suis tout à fait d'accord avec la critique que vous faites aussi au fond de ces tentatives de personnification telles qu'elles ont eu cours on a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce séminaire, dans la Constitution équatorienne ou la Constitution bolivienne, qui vont personnifier des entités très générales sans non seulement se donner les moyens de faire valoir les droits de ces entités, mais sans réfléchir aux connexions possibles entre les droits généraux, qui ne sont jamais définis d'ailleurs de façon très précise, de ces entités, et puis d'autres droits, et notamment des droits collectifs, qui peuvent être exercés par soit des humains, soit d'autres non-humains. Autrement dit, il y a une sorte de phénomène de délégation dans l'attribution de droits à des espèces d'hypostases, comme la nature ou la Pachamama, etc., qui permet d'une certaine façon de ne pas avoir à considérer la nature des droits particuliers attachés à des lieux, à des territoires, à des droits collectifs, à des droits d'usage, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. La question de la résolution des conflits n'est pas simple. Vous avez évoqué des chamans, des diplomates. C'est vrai que je pense, le livre de Morisot sur les loups est intéressant de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, au fond, la question la plus difficile dans cette nouvelle approche, disons, de la propriété des choses, c'est les mécanismes de médiation qui permettent de garantir des usages aux uns et aux autres.
et en les distribuant de façon équitable aussi entre les humains et les non-humains. Et la question, alors plus générale que je souhaitais vous poser, vous avez fait référence à ces théories médiévales, Maurice de Ravenne, c'est ça, qui présentent comme des sujets de droit des bâtiments, des sites, etc. C'est très intéressant parce qu'effectivement, ça existe dans le droit religieux, si on peut dire, de la Rome antique, et puis ça s'est maintenu pour des édifices cultuels et conventuels, mais c'est aussi quelque chose de très courant dans le reste du monde, que des temples, par exemple, aient des droits en tant que tels sur la terre, et que les gens qui viennent cultiver cette terre soient en fait dépendants de ces droits, c'est une chose extrêmement commune dans de très nombreuses régions du monde, encore à l'heure actuelle. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'au fond, il y a une ligne de recherche de ce côté-là qui peut encore être alimentée par de nombreux cas empiriques, y compris d'ailleurs dans le passé européen. Mais la question plus générale que je me posais, c'est est-ce que, au fond, pourquoi ne pas considérer que c'est les milieux de vie, en somme, qui sont porteurs de droits, plus généralement, c'est-à-dire, évidemment, en fonction des usages auxquels ils sont soumis, et dont est-ce que c'est envisageable, dans des termes même d'un droit très transformé ou modifié tel celui auquel vous faites référence, est-ce que l'idée, par exemple, qu'un territoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des communaux, en parlant des droits communaux qui ont été progressivement abâtardis, c'est-à-dire on a voulu transformer les droits des communes, on a voulu transformer les titulaires de ces droits en personnes morales, alors qu'en réalité, c'est des droits collectifs qui sont exercés par des personnes. Est-ce qu'on pourrait considérer, est-ce qu'il est envisageable de considérer qu'au fond, les droits seraient non pas exclusivement, mais principalement attachés à des choses, à des lieux, à des milieux de vie, et que les caractéristiques des droits dont les humains pourraient être titulaires seraient d'une certaine façon dérivées de ces droits attachés à des choses. C'est-à-dire d'inverser complètement le droit subjectif et de ne plus considérer les humains comme des titulaires de droits pouvant exercer ce droit sur des choses, qui est la direction dans laquelle vous allez, mais renverser complètement la perspective et considérer qu'au contraire, ce sont les choses qui sont titulaires de droits dont les humains seraient en quelque sorte les attributaires. Bon. Merci. J'essaie de répondre à vos interrogations. Je vais peut-être commencer par la toute dernière. Effectivement, dans ma thèse intitulée « Les choses saisies par la propriété », j'étais arrivée à l'idée que les personnes, c'est-à-dire les habitants, finalement n'avaient jamais la propriété des choses en elles-mêmes, mais seulement de droits en elles. Et dans la mesure où je me représente les choses comme des milieux, effectivement, les droits deviennent des places. Donc on est propriétaire de places. Je n'étais pas allée jusqu'à l'idée, finalement, que c'était les milieux eux-mêmes qui étaient propriétaires. Et c'est en étudiant le cas des communaux et en reprenant surtout l'article de Yann Thomas sur la communauté disparue, le cas de la communauté médiévale disparue, que je me suis demandé si, au fond, on ne pouvait pas considérer les choses en elles-mêmes, les lieux, considérés comme les choses perçues comme des lieux, comme étant les ultimes propriétaires, d'ultimes propriétaires qui finalement seraient attributaires des droits, qui nous attribueraient des places, aux habitants. Donc en fait, je pense que c'est justement l'étape vers laquelle, que j'ai justement essayé de passer aujourd'hui, et notamment donc à travers la question des communaux. Donc oui, je pense qu'on peut aller vers ce renversement.
Après, Yann Thomas nous explique qu'en fait, il y a différentes solutions, différentes voies qui ont été poursuivies pour tenter d'expliquer comment un collectif pouvait se maintenir, même si certains des membres du collectif venaient à disparaître, naître, mourir, sortir du collectif. Et parmi toutes les solutions qui ont été envisagées par les juristes, il y a la personnalité morale. Cette notion de personnalité morale, c'est finalement celle qui a remporté la partie, qui a réussi. Mais on peut tout à fait reprendre le cours interrompu de l'histoire, donc au XIIe siècle, et essayer aujourd'hui de pousser plus avant cette autre solution pour maintenir le collectif en dépit donc, des changements qui pourraient l'affecter, et de décider que ce ne sont pas les personnes qui sont les propriétaires de manière ultime, même de droit ou de place dans les choses, mais que ce sont les choses mêmes qui nous attribuent à nous des places en elles. Donc effectivement, c'était l'idée vers laquelle je pensais m'acheminer. Ensuite, peut-être de manière... Juste une question, est-ce que dans le droit actuel, est-ce qu'une telle chose est formulable à partir des éléments présents, existants? Alors, c'est formulable si on lit simplement l'article 542 du Code civil, c'est-à-dire si on le lit à la lettre, qui nous dit bien que les communaux sont des biens qui appartiennent aux habitants des communes. Et si on lit cet article au prisme de la loi du 10 juin 1793 qui en a l'origine, on voit bien que les communaux appartiennent à la généralité, donc on a l'idée de collectif, de collectivité en tout cas, des habitants. Et on peut effectivement, à ce moment-là, sans nulle difficulté, proposer l'idée suivant laquelle ce sont les communaux qui, au fond, sont des propriétaires de droit qui accordent des places à la généralité des habitants. Il me semble que ça ne pose pas de problème, qu'on peut lire l'article 542 de la manière suivante. On peut l'interpréter comme cela. Le problème, c'est que, s'agissant des sections de communes qui sont propriétaires de communaux à l'échelle infracommunale, à l'échelle d'un hameau ou d'un village, eh bien, il existe un corps de règles qui se trouve dans le Code général des collectivités territoriales et qui, là, nous dit expressément que la section de communes, autrement dit le collectif des ayants droit de ces communaux particuliers, a la personnalité morale. Et donc, on a l'inscription même de cette notion de personnalité morale qui fait véritablement écran entre les habitants et les droits, finalement, qui leur sont en principe attribués. Après, sur la notion de Sing ou de Dink, je le prononce mal en allemand, il y a, je pense, un lien dans la mesure où Heidegger fait le lien dans le texte sur la notion de chose. Il nous dit revenir à la notion romaine de chose, cette notion d'affaire ou de litige, de cas. Et il dit, en anglais, nous avons Sing, et Sing, quelle est son origine? C'est le vieil allemand, Dink, qui veut dire justement rassembler, assembler. Donc je crois que le lien est fait dans le texte de Heidegger. Et ensuite, Yann Thomas était, mesuré quant à l'emploi par les juristes de textes philosophiques, mais néanmoins, il m'avait engagé à lire Heidegger, qu'est-ce qu'une chose, la chose, et il avait fait d'emblée le lien, en tout cas oralement, avec sa thèse, dans laquelle il explique que la chose et la cause, le procès, sont une seule et même chose. Donc, je crois qu'il aurait lui-même fait le lien, mais les citations philosophiques n'interviennent pas dans ces textes, une sorte de prudence. Ensuite, sur la notion d'affordance, je la connais pas, je ne l'ai pas maîtrisée, mais telle que vous l'avez présentée, je me demande si justement ça ne pourrait pas permettre d'avancer dans cette question très difficile, très délicate de résolution des conflits entre habitants humains et non humains. Je fais référence à la notion de diplomate ou d'intermédiaire, qui serait peut-être plus juste que la notion de représentant, qui vient finalement dissimuler, cacher les entités non humaines, si on les personnifie. Peut-être que là, en tout cas la manière dont vous l'avez présenté, en disant nous percevons certaines qualités des choses, tandis que d'autres perçoivent d'autres qualités des choses, peut-être que l'intermédiaire ici, le diplomate, le traducteur, l'interprète, pourrait justement se jouer ce rôle, de faire passer d'une vision des choses milieu à une autre.
sais pas si j'ai peut-être pas juste une remarque à propos de la vos personnification de la Terre, et justement Oui. à propos de la Pachamama. C'est intéressant, au fond, bien sûr, dans ce que l'on connaît à la fois des Andes précolombiennes et des Andes contemporaines, la Pachamama est une figure qui est invoquée régulièrement. Mais c'est un peu encore une hypostase comme la nature. C'est pour ça que au fond, le choix a été assez judicieux de traduire la nature dans la Constitution par Pachamama, parce que c'est une divinité un peu lointaine. Elle n'intervient pas dans les affaires du quotidien. On lui fait des libations, on lui fait des sacrifices, on l'arrose de bière de maïs, etc., etc., les prémices. Mais en réalité, ce qui compte, c'est les divinités locales. Et ça, c'est pas simplement dans les Andes, c'est partout dans lequel il y a cette idée, au fond, que les humains ce n'est pas la Terre qui appartient aux humains, mais ce sont les humains qui appartiennent à la Terre. Ils n'appartiennent pas à la Terre comme une abstraction, ils n'appartiennent pas à la Terre comme tel ou tel lopin, ils appartiennent à la Terre qui est elle-même complètement animée, personnifiée par des divinités, par des génies, par tout ce que vous voulez, local. Et c'est cette idée alors évidemment, qui va à l'encontre de nos conceptions laïques de la propriété. Mais c'est une façon de déléguer, en réalité, cette idée de la chose comme un agent, non pas un agent intentionnel, mais un agent, c'est-à-dire qui exerce des effets dans le monde, de déléguer cette idée de la chose comme un agent, et de la Terre notamment comme un agent, à des entités personnifiées. Voilà, c'est juste une remarque à propos de... Et ça, on s'est bien gardé dans les constitutions et de l'Équateur et de la Bolivie de mentionner ces divinités locales qui sont toujours, alors que la Pachamama, encore une fois, c'est une abstraction, qui sont toujours efficaces, parce que ça ouvrirait la voie à des litiges, précisément, on revient à l'affaire des litiges, interminables, parce que ces divinités locales, maintenant, elles sont dans des... enfin bon, il suffit de se promener dans les Andes centrales pour voir la tenure foncière. Elle est visible comme ça. On voit les communautés amérindiennes sur les pentes des montagnes, dans des petits villages avec des petits lopins de terre, et puis les fonds de vallée irrigués qui sont des grandes haciendas, qui sont l'héritage en quelque sorte des haciendas coloniales. Et bien les divinités locales, elles sont aussi au centre de la vallée, elles sont toujours là. Et donc ne pas y faire référence à ces diplomates d'un genre un peu particulier, c'est une façon d'éliminer tous les litiges, évidemment, fonciers qui pourraient en découler.